Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition au menu de l'actualité ce soir mondial Qatar 2022. Nous sommes à moins de 24 heures du duel très attendu entre le Sénégal et l'Angleterre ce dimanche. En huitième de finale, le groupe du Sénégal qui a tenu sa séance d'entraînement de veille de match est au complet selon nos envoyés spéciaux à Doha. Cheikhou Kouyaté, blessé lors du premier match, est de retour dans la tanière. Précision à suivre dans ce journal. Office national de lutte contre la corruption, Serigne Bassirou Gueye remplace Seynabou Ndiaye Diakhaté par décret présidentiel numéro 2022-2010 du 1er décembre 2022. Pas d'attente majeure chez les acteurs de la société civile. Selon un membre du Forum civil, ce sera tâche difficile pour le nouveau boss de l'OFNAC de faire mieux que ses deux prédécesseurs. Mignane Diouf, que vous entendrez dans ce journal. Marché HLM, commerçants et riverains ne parlent pas le même langage entre pollution sonore, insécurité et insalubrité. L'environnement devient de plus en plus invivable pour ses habitants, dont certains ont même choisi de déménager pour une meilleure qualité de vie. Le reportage de Paul Dacosta à suivre tout à l'heure dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais tantôt, Qatar 2022, séance d'entraînement de veille de match. Le groupe du Sénégal est désormais au complet. Cheikhou Kouyaté, blessé lors de la première sortie des Lions, est de retour à l'entraînement. Le point avec nos envoyés spéciaux à Doha, Saïkou Seydi et Serine Salioudem. Cheikhou Kouyaté a repris la course. Le milieu de terrain des Lions est le seul joueur qui s'est entraîné à l'écart du groupe. Il espère revenir avant les quarts de finale en cas de qualification des Lions. Tout le reste du groupe a participé à la séance collective. Youssouf Sabali et Nampalis Mendy étaient bien présents alors qu'ils avaient raté la séance du jeudi dernier. L'entraînement a été dirigé par Régis Bogard qui a par ailleurs animé la conférence de presse d'avant-match en l'absence d'Aliou Cissé, souffrant. Le sélectionneur national a aussi raté la séance de veille de match. Le Sénégal affronte l'Angleterre ce dimanche à 19h GMT, 22h heure locale, sans ses trois joueurs les plus expérimentés, à savoir Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané. Eux trois ont disputé chacun plus de 80 matchs avec le Sénégal. Le vainqueur de ce match affrontera en quart de finale le vainqueur entre la Pologne et la France. Vous l'avez compris, le Sénégal affronte l'Angleterre ce dimanche en huitième de finale. Les supporters anglais présents à Doha préparent activement ce match. Ils se disent optimistes mais ont beaucoup d'estime pour les Lions de la Teranga. Saïkou Seydi et Serine Salioudem les ont rencontrés. Reportage. Vous avez des joueurs de qualité, vous avez des supporters passionnés qui ont de l'énergie, qui donnent de la voix à l'équipe tout au long du match. Ce ne sera pas facile de faire un pronostic sur ce match. Je pense qu'on va assister à une belle opposition. Je m'attends à ce que l'Angleterre gagne ce match. Mais nous connaissons toutes les équipes qui passent les huitièmes de finale ont de la valeur. Il n'y a plus de petite équipe à ce niveau. L'équipe la plus lucide devant les buts va gagner ce match. Favori, ce n'est que sur le papier. J'adore l'équipe du Sénégal. Je pense que ça va être l'un des meilleurs huitièmes de finale. Ça va être génial. Ça va être tout simplement la fête du football. Et puis, Régis Bogard, c'est l'adjoint d'Aliou Cissé. Il était en conférence de presse d'avant-match. Il a donné des nouvelles rassurantes du sélectionneur national malade depuis 2 jours à propos du match de demain. Le technicien français est confiant et rassure. Régis Bogard est avec Saïkou Seydi et Serine Salioudem. Oui, le sélectionneur est malade depuis 2 jours. Hier, effectivement, il nous a laissé faire l'entraînement, mais bien évidemment avec des consignes, avec
les contenus qu'il avait décidés. Cet après-midi, on pense, en tout cas, on espère qu'il pourra quand même, venir sur le terrain, mais on n'en a pas la certitude. Par contre, on a la certitude que demain soir, effectivement, à 22h, c'est bien lui qui emmènera l'équipe. Ça, c'est une vraie certitude. Pour notre équipe, battre l'Angleterre serait un très grand moment. Alors, je ne sais pas exactement l'importance que les gens en 2002 ont donné à cette victoire. Enfin, si je la connais, je pense que c'était également extrêmement important, mais je pense que c'est équivalent. Pour eux, demain, c'est équivalent. Et puis, je dirais pour tous nos joueurs, c'est de montrer qu'on a bien l'idée que l'Angleterre, c'est une équipe du top 5, comme on dit. Hein. Aujourd'hui, ils sont 4e ou 5e mondial. C'est aujourd'hui, penser ou imaginer que battre une équipe effectivement de ce niveau-là, c'est aussi être capable, de montrer, tous les progrès qu'on a été capable de faire et qui sont réels. Et ici, au Sénégal, la Coupe du Monde a relancé le business des floqueurs de maillots. Mais on constate de plus en plus qu'en lieu et place des noms ou numéros des joueurs sur ces maillots. La tendance est au message engagé ou non. Si des floqueurs disent ne pas trouver d'inconvénient à cela, cette tendance, d'autres la déplorent. C'est un reportage signé Ndeye Astou Samsen. Des messages politiques, insolites ou le fameux « Y'a le pitié » sur le dos des maillots en cette période de Coupe du Monde. Dans cet atelier bondé de monde situé à Colobane, le flocage des maillots se fait à la chaîne. Ousseynou Dème confirme la tendance qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a plus de messages inscrits sur les maillots. Il y a des gens qui mettent « Maman, je t'aime » ou il est temps d'épouser une deuxième femme. Les flocages sont comme un panneau publicitaire. Ils aident à faire passer des messages. Arborant fièrement l'inscription Fayma Madjaïle sur le dos, Ousseynou Dème veut faire passer un message à ses clients. J'ai mis Fayma Madjaïla, c'est-à-dire fais une offre et je te vends. D'autres commerçants mettent rends-moi ce que tu me dois ou c'est à la fin du mois. Revendiquer leurs dettes, nous voyons de tout. Une tendance que déplore Cheikh Omar qui considère que les maillots ne sont pas faits pour ça. Les gens doivent éviter certaines inscriptions sur les maillots. Ils peuvent mettre leur nom ou celui du joueur. C'est plus adéquat. Une femme est venue me dire de lui mettre dans son maillot « Je ne veux pas de co-épouse ». Qu'ils soient insolites, politiques ou encore sentimentaux, les messages sur les maillots sont de plus en plus fréquents. Chacun y va de sa création pour faire passer son message. Et nous parlons de toute autre chose. Nomination de Serigne Bassirou Gueye à la tête de l'OFNAC. Pas d'attente majeure pour certains membres des organisations de la société civile. Selon Mignane Diouf du Forum civil, le plus important est que l'État décline son engagement à gouverner en toute transparence. Ces explications au téléphone de Mamadoussi. Ce qui est important, qu'on soit à l'OFNAC, qu'on soit à l'IGE, l'inspection générale d'État, ou que l'on soit au niveau des contrôleurs et des grandes institutions, ce qui est important, c'est qu'un État décline sa détermination et son engagement à gouverner dans la transparence budgétaire et dans la transparence des moyens, des ressources et dans une répartition équitable et aussi dans une administration qui sanctionne positivement ceux qui font bien le job et négativement ceux qui commettent des erreurs à la dimension de la faute qu'ils auraient commise. Ce qu'on me demande, c'est de sanctionner positivement ou négativement ceux qui sont chargés de gérer les biens et les services des Sénégalais. Je crois que donc si M. Bassirou Gueye est dans cette logique, ou en tout cas est instruit dans cette logique, s'il ne le fait pas maintenant, il est bon que la société civile dénonce et vivement les manquements liés à ce qui aurait dû être sa pratique de contrôle au niveau de l'OFNAC. Et si je prends le cas de la première, Nassingom Keita, qui avait une détermination de mettre le Sénégal dans une gouvernance en sanctionnant positivement ou négativement tout ce qui était chargé, qui que ce soit politiquement parlant ou socialement parlant. Et je pense que je ne peux pas actuellement penser qu'on peut trouver une personne aussi déterminée que cette dame. Soit-il un procureur, un régisseur, quoi, sauf si je me trompe dans l'histoire à venir, sauf si je me trompe dans cette analyse.
Maintenant, être procureur et arriver à l'OFNAC, est-ce que ça peut changer quelque chose? Je le souhaite vivement. Je ne m'attends pas d'une façon extraordinaire à cela. Là où nous allons, avec les ressources sénégalaises, pétrolières et gazières, il nous faut des structures et des institutions de contrôle très indépendantes. Dans l'actualité également, la disparition de l'adjudant-chef Didier Badji et du sergent Flubert Sambou a fait réagir Khadim Diop, major de la gendarmerie en retraite, ancien officier de police judiciaire et maire de Loro. Selon lui, cette situation ne peut nullement être imputée à l'État. Il demande surtout aux politiques et à l'opposition de ne pas décrédibiliser la gendarmerie nationale qui est une institution républicaine. Khadim Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Sekou Diallo. La disparition de l'adjudant-chef de gendarmerie Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou de l'armée nationale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des personnes très mal intentionnées qui veulent profiter de cet événement douloureux quand même pour semer le doute dans l'esprit des populations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est l'endroit où on les a, il semble, pour la dernière fois, il s'agit d'une partie de la mer située au Cap Manial. Pour cet endroit, comme le dit le général Mamoudou Mansour Seck, l'ancien chef d'état-major général des armées, il y a 40 ans, un militaire français, un assistant technique qui était au Sénégal et qui avait une passion à la pêche de là-bas où il s'est noyé. Donc, il y en a qui disent qu'il est inadmissible que ces gens qui sont originaires d'une île et qui savent nager peuvent se noyer. Mais il faut dire qu'en général, c'est les gens qui savent nager qui se noient. Il y en a qui veulent en profiter quand même pour accuser les autorités étatiques et la gendarmerie sans aucune raison. Didier Badji, c'était le garde-corps de Madame Nafingom Keïta. Le sergent Sambou, lui, était à la direction nationale du renseignement. Parce que tout ça, c'est des propos quand même qui n'ont aucun fondement. Il n'était pas à une responsabilité. On pouvait quand même imaginer que les faire disparaître quand même arrangerait l'État ou quoi soit. Au contraire. Avant d'accuser, il faudrait quand même qu'on ait quand même des arguments. Parce que c'est trop facile de dire ils sont disparus, oui, mais qui a intérêt à les faire disparaître? Et nous parlons formation professionnelle et monde de l'emploi. Rendre adéquat l'offre de formation professionnelle par rapport au marché de l'emploi, c'est le thème de la journée porte ouverte organisée par l'Institut de formation professionnelle Edge. Occasion pour étudiants et professionnels d'échanger sur comment relever le défi en matière de formation adaptée aux besoins de l'économie nationale. C'est un compte rendu de Mahmoud Pam. C'est un échange entre des membres du secteur privé et public avec des étudiants. Un panel sur les priorités en matière d'offres de formation professionnalisante afin de résorber le chômage des jeunes. Investir sur le savoir-faire, apprendre à identifier et localiser les besoins et le plaidoyer de Amadou Niang qui évolue dans la fabrication de prothèses dentaires. Au Sénégal, aujourd'hui, on a 13 arrondissements où, pour se faire ses dents, quand on a des problèmes de prothèses dentaires, il faudrait venir jusqu'à Dakar. Le service n'est pas accessible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de techniciens pour pouvoir réaliser ça. D'employés. Il peut être employé dans une grande entreprise, dans un grand laboratoire. Mais ce qui est surtout important, c'est que quand vous sortez, vous pouvez le jour après aller travailler directement. Vous allez voir un dentiste et vous lui dites que moi, je maîtrise le métier de fabrication de prothèses dentaires. Je sors de l'école Edge Uptech. Et ensuite, il vous teste. Il vous dit, alors faites-moi ça, parce que c'est un métier où il n'y a pas un discours. L'ancien ministre du Pétrole, actuellement enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mohamedou Mokhtar Cissé, a attiré l'attention sur les modules de cours inappropriés dans le système éducatif, mais aussi, il suggère la promotion de formations professionnalisantes. J'ai l'impression que déjà, depuis l'école primaire, on n'a pas assez identifié les problèmes du monde et on bourre nos enfants. On leur apprend beaucoup de choses inutiles, alors qu'on aurait dû simplifier les programmes, passer son temps à apprendre des récitations, des chants. Ça, je ne vois pas l'utilité, quoi. Réciter des cours de géographie, à réciter il faut connaître son histoire, il faut connaître sa géographie. Mais ce que je suis en train tout simplement de dire, ça aurait dû prendre moins de temps dans nos programmes et dans l'esprit de nos enfants, que les enfants sortent au moins de l'école en parlant bien français, en parlant bien anglais, et en manipulant au moins l'outil informatique. Si on leur apprenait que ça, on leur ferait vraiment des économies de temps et d'argent.
Après avoir exhorté les étudiants à allier formations et pratiques en milieu professionnel, chaque intervenant a dressé son parcours avec les difficultés rencontrées pour ainsi inspirer les jeunes. Programme des domaines agricoles communautaires. Une visite aux domaines agricoles de Kourmo-Marsar par le nouveau coordinateur Djimo Souaré a permis d'identifier les difficultés qui bloquent l'atteinte des résultats par rapport à ce projet dans cette zone. Selon lui, malgré les milliards investis par l'État, les résultats sont encore en deçà des objectifs fixés. Sa principale mission est donc de relever ce défi. Djimo Souaré, que je vous propose d'écouter au micro de Sékou Diallo. Ce que je peux constater pour le moment, j'ai trouvé une équipe dynamique, une équipe qui est prête à travailler. En tout cas, ils sont là, qui travaillent parfois, il faut le dire, dans des conditions pas très faciles. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est qu'il y a un existant, il y a des infrastructures. Le président de la République a bien voulu investir ici à Kourmo-Marsar, comme dans d'autres localités du Sénégal, beaucoup d'argent pour permettre aux populations d'avoir des infrastructures, pour permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi, pour booster la production dans nos zones. Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'il faut noter. Maintenant, il y a des difficultés. Maintenant, nous allons essayer de les corriger. Il est vrai que le DAC a été inauguré le 12 juillet 2021, ça fait un peu plus d'1 an. Par rapport déjà aux travaux, il y avait les Israéliens, je pense, qui étaient là. Donc bon, l'infrastructure est réceptionnée, bien sûr, mais déjà bon, en termes de transfert de compétences, en termes de transfert de technologie, peut-être que voilà, il y a eu des manquements à ce niveau-là. Aussi, il y a le problème des coûts de production, l'électrification du DAC. Donc bon, là, quand je suis arrivé, j'ai trouvé vraiment qu'il y a une convention. On est en train de négocier une convention avec la Sénélec pour électrifier le DAC. Je pense qu'il y a tout cela qui fait qu'à un moment donné, il y a eu des soucis. Mais je l'ai dit, nous allons corriger tout cela, car relever les défis du futur, c'est ce qui est important. Parce que nous sommes arrivés à un point, nous, en tout cas, nous avons en tout cas tous les outils nécessaires pour capitaliser toutes les difficultés et contraintes qu'il y a eu dans le passé et avancer vers vraiment de lendemain meilleur pour DAC et particulièrement pour le domaine agricole communautaire de Kourmo-Marsar. Et puis, soutien à l'autonomisation des femmes, le PCA de l'APIX a octroyé un financement de 20 millions de francs CFA à 20 groupements de femmes à Mbour. Il a également mis à la disposition de ces femmes des kits d'électricité solaire. Les précisions avec Montaga Khan. Ces 200 femmes qui sont réunies autour de 20 groupements vont devoir se tourner vers l'électrification solaire. Une opportunité que leur a offerte le PCA de l'APIX. Le ministre Abdou Fall nous proposé des kits solaires. Donc, le ministre Abdou Fall nous a proposé des kits solaires. Il y a des plaques électriques pour l'alimentation des maisons, les climatiseurs, les téléviseurs, les frigos et les lampes électriques, tout en solaire, et même des pompes pour les puits. C'est un package qui prend en compte toutes les bourses. Le prêt est étalé sur 1, 2 ou 3 ans. Après évaluation, le promoteur définira selon la consommation électrique du client l'installation idoine. Pour les bénéficiaires, le financement de 20 millions qu'elles ont reçu est une contribution de taille dans l'autonomisation des femmes. Nous avons 20 groupements de femmes qui vont recevoir, chaque GIE va recevoir 1 million de francs pour un début de financement. L'objectif, c'est de accompagner les femmes pour qu'elles soient autonomes. L'autonomisation des femmes. Les artisans et les femmes demeurent les meilleurs clients dans le cadre des financements aux efforts de développement. J'ai une expérience d'au moins 10 ans à peu près dans le financement. Je peux dire que les meilleurs clients, d'une part, c'est des hommes de métier, artisans, bijoutiers, menuisiers, mécaniciens, etc. et surtout les femmes. Voilà. Donc c'est un choix qui s'impose. Parce que c'est une clientèle très fiable. Et je vous le disais tantôt, nuisances sonores, insalubrité, insécurité, le marché HLM est devenu trop envahissant pour ces riverains. Situation qui pousse certains habitants à déménager, les commerçants et les habitants du marché HLM, un marchandage difficile. C'est un reportage de Paul Dacosta. Une journée comme une autre au marché HLM. Il est 17h et la pollution sonore dicte déjà sa loi.
Une situation qui ne donne pas de répit aux riverains. Impuissant, ce père de famille a vu la situation se dégrader sous ses yeux. Il habite aux HLM 6 depuis 1979. Vraiment, c'est une situation qui nous hante. Ils ne pensent même pas aux malades, les personnes âgées qui ont besoin de repos. Et je ne comprends pas l'arrêté du gouverneur concernant cette nuisance. La mairie ou la police, personne ne nous vient en aide. Et c'est comme ça depuis 30 ans. À 8 heures par exemple, le lendemain 6 heures. Et puis ça coûte depuis des années, de 30 ans. En quittant le domicile de M. Ndiaye, un brouhaha nous alerte. Ce sont des jeunes qui bavardent à l'entrée de la maison. Une scène qui ne laisse pas Adja Oumindaye Samb indifférente. Son domicile se trouve dans la même allée. Nos enfants ne sont pas en sécurité. Nous sommes obligés de les garder à la maison à cause des voyous. Même la porte de la maison, on n'ose plus l'ouvrir. La situation a changé. Le marché est très fréquenté. Une cohabitation qui a failli l'amener à déménager. Un déménagement qui concerne aussi les déchets qui quittent les boutiques pour joncher le sol. Une pilule qui ne passe pas pour Aïssietou. Parfois, j'invite les couturiers à revoir leur comportement, prendre peut-être un sachet pour y mettre ses déchets, afin de faciliter la récupération de ces derniers. Ça bouche les égouts et ça nous fatigue. Insécurité, insalubrité, nuisance sonore, le marché HLM qui déploie ses tentacules à une vitesse folle est devenu trop envahissant pour les habitants des lieux. D'ailleurs, nous avons été témoins, comme vous le voyez derrière moi, d'une cérémonie de deuil ici à HLM. Cependant, nous avons essayé de poser la question à quelques clientes. Elles nous ont dit que c'était les propriétaires de ces maisons qui eux-mêmes vendaient ces maisons. Et dans l'article de la semaine ce soir, l'insécurité inquiète et crée la psychose chez les populations. Beaucoup d'interrogations sur la recrudescence des attaques armées. C'est le cas récemment à Diamniadio où des malfaiteurs ont ouvert le feu sur des forces de défense et de sécurité. Et l'Observateur titrait à sa une enquête, ou plutôt insécurité, enquête sur la recrudescence des attaques armées. Et Lach Malik Sissé fait le point. La recrudescence des attaques armées devient de plus en plus inquiétante. Une insécurité qui fait peur et ces agissements font légion ces derniers temps. Le quotidien L'Observateur se dit scandalisé. Tout est parti d'un constat que nous avons fait. Parce que ces temps-ci, nous avons noté une recrudescence des attaques armées. Récemment, à Diamniadio, une bande armée avait attaqué des gendarmes. Il en est ainsi à Zagbao. Récemment aussi, dans le département de Linguère aussi, nous avons noté aussi un cas similaire. En fait, le plus révoltant, c'est que désormais, les malfaiteurs essayer de tenir tête aux forces de l'ordre. Donc ils échangent avec eux des coups de feu. Parce que les malfaiteurs généralement sont armés jusqu'aux dents. Les malfaiteurs n'hésitent pas à ouvrir le feu sur les forces de défense et de sécurité. Objectif, finir le travail ou pour battre en retraite. Dans ce journal, des spécialistes de sécurité analysent cette évolution du comportement des malfaiteurs. Nous avons d'abord interrogé
l'homme nommé Ndiogo Fall, un inspecteur à la retraite. Ici à Louga, on l'appelle Colombo. C'est un spécialiste quand même bon, à la sécurité. Quand nous sommes en fait, au cours de notre entretien, nous nous sommes rendus compte que la première cause de la délinquance est la pauvreté. Donc au Sénégal, en fait, nous notons vraiment une pauvreté en fait, bon, qui est grandissante. Les jeunes n'ont pas de travail. Mais en fait, donc cela les pousse généralement en fait, bon, à commettre certains forfaits. Ils commencent d'abord par de petits larcins. Donc, mais malheureusement, s'ils sont arrêtés et conduits devant à la police ou à la gendarmerie, ces délinquants primaires sont les plus souvent en fait, défaits au paquet et puis placés sur mandat de dépôt. Donc, à mon avis, la police et la gendarmerie en fait, vraiment gagneraient à sensibiliser ces délinquants primaires-là, afin qu'ils vraiment prennent le droit chemin. La prison et les grâces présidentielles accordées à certains détenus sont également indexées. Des inspecteurs de police à la retraite se sont confiés à l'Obs. Pour revenir aux grâces présidentielles, en tout cas, l'enquête que j'ai menée m'a permis de savoir que, en tout cas, pratiquement la majeure partie des détenus qui ont bénéficié de grâces présidentielles retournent en prison. Certes, la grâce, elle est, en fait, bon, elle est fondamentale parce que les prisons prennent à craquer. Mais aussi, il faut, à mon avis, en fait, bon, qu'on revoie en fait, bon, les détenus bénéficiaires de grâce. Parce que, en tout cas, moi, je connais ici à Louga un détenu, il a été gracié le même jour. Le soir, il a commis un autre délit. Récemment, les malfaiteurs ont encore frappé à Diamniadio, Zagbao et Kerbalalo. Mais les forces de défense et de sécurité sont sur le qui-vive et promettent davantage de veiller au grain pour la sécurité des personnes et des biens. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.